Bonjour à tous et à toutes. Comment harmoniser la gestion des notes de frais dans un environnement et une organisation internationale et surtout multiculturelle? Nous allons débattre de ce sujet avec nos invités. Alors, nos invités, j'ai nommé Michael Riva de PwC. Alors, PwC, cabinet de conseil, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc on fait plusieurs choses chez PwC, effectivement. On va bien mettre le micro pour bien On vous va- entendre. Excusez-moi. Donc on fait pas mal de choses aujourd'hui chez PwC. On est connu historiquement effectivement pour la partie audit. On fait aussi du juridique et moi je fais partie des équipes effectivement consulting. On intervient sur plusieurs choses sur la partie consulting. Donc premièrement sur tout ce qui va toucher à la stratégie, tout ce qui va toucher également à tout ce qui est lié à la gestion du changement et également tout ce qui est lié à l'organisation des sociétés. Vous êtes ceux qui mettent les mains dans le cambouis, comme on dit dans le métier. Exactement. Voilà. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Mathieu Defour. Mathieu Defour, vous êtes chef de projet IT chez SCOR. Alors SCOR, si je dis société de réassurance, je me trompe? Non, non, tout à fait, vous avez raison. Donc SCOR, quatrième réassureur mondial. La principale caractéristique, on va dire, dans le cadre de ce webinaire, c'est que SCOR est donc à 38 bureaux répartis dans le monde et qu'on opère dans 160 pays. Donc pour nous, l'international, c'est pas une image, c'est une réalité. Donc quand vous êtes en phase finale de sélection d'un partenaire pour déployer un système d'automatisation des notes de frais ou de travel and expense, vous devez d'abord savoir quel partenaire choisir, ça c'est clair. Mais vous devez aussi savoir comment manager ce projet, comment piloter ce projet, comment s'adapter aux spécificités de chaque entité ou de chaque pays. Et Dieu sait qu'il y a des choses différentes. Il y a le Standish Group Chaos Report de 2018, c'est quand même les Américains pour faire des choses comme ça, qui affirment que 83% des projets informatiques sont des échecs. Alors, effectivement, quand on regarde quand même au niveau européen, on a tendance à sourire quand on entend 83%. Malheureusement, c'est vrai que beaucoup de projets n'arrivent pas au statut qu'ils auraient dû avoir lorsque l'on regarde ce qui avait été défini initialement et ce qui est réellement réalisé. Alors, on va regarder ça tous ensemble et on va commencer par les enjeux business et impact organisationnel. Pour vous, Mathieu, quels étaient vos enjeux en termes de business? Alors en termes de business, sur ce projet, on avait différents enjeux. Le premier driver, c'était que notre solution utilisée en France arrivait à expiration, c'était Ulysse, donc on avait cette pression, Donc, mais on a une solution de note de frais directement. voilà, Là, hein. note de frais uniquement, et on a profité en fait de ce changement un petit peu contraint pour se poser les bonnes questions et décider de lancer un projet qui permettrait d'harmoniser toutes nos règles et nos outils au niveau global, d'ajouter du contrôle et éventuellement de se pencher sur la question des coûts TNI. Quand on part comme ça sur un nouveau projet, on part d'une page blanche, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez repris l'existant, vous avez questionné vos voyageurs, vos demandeurs? Bah, exactement. On a commencé par s'intéresser un petit peu à tout ce qui se faisait de manière locale pour les pays qu'on avait sélectionnés pour le premier démarrage Concur. Et ensuite, on est également allé voir ce qui se passait donc au niveau cost control, quels étaient les chiffres qu'ils voulaient, et puis au niveau des voyageurs, alors pas forcément directement les voyageurs, plutôt leurs assistantes, demander qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, quels seraient les axes éventuels d'amélioration, pour essayer de définir une cible. Michael, je fais appel à vous pour m'aider à déployer une solution. Vous arrivez, la première chose que vous faites, prendre la température de la société, des tendances, comment ça se passe? Exactement. La première chose qu'on commence à faire quand on souhaite déployer une solution de note de frais ou de voyage, c'est qu'on part en fait des politiques de voyage locales. On commence à faire une analyse des différentes politiques et on essaie de définir finalement une ligne directrice entre ces différentes travel policies et on essaye au maximum de les aligner. Mais quelque part, c'est un peu la jungle parce que tout le monde veut tirer la couverture à lui, quoi. Exactement, c'est toujours la même problématique qu'on va voir, c'est qu'il faut toujours faire la différence entre ce qui est vraiment un besoin légal, Oui, bien sûr. qui est vraiment pour lequel on ne peut pas déroger, et toutes les autres demandes qui sont des habitudes locales ou des règles de confort. Donc l'objectif, c'est de tirer au maximum la politique de voyage pour avoir une politique le plus standard possible pour éviter qu'on se retrouve après avec une liste de types de frais à accorder. Oui. C'est vraiment important. Alors, généralement, on part toujours avec une quinzaine de demandes dans la première réunion et finalement, on termine à quoi 2-3, en général 2-3, ou voire pour certains pays, on se retrouve avec aucun gap finalement avec la politique du groupe. Oui, parce que finalement, on regarde vraiment les tenants et les aboutissants et finalement, tout le monde décide
de ce qui est bon pour le projet ou de ce qui est acceptable. Exactement. Alors, Mathieu, vous, dans combien de pays vous avez implémenté votre solution? Combien de collaborateurs concernés? Quelle solution vous avez choisi? Alors le projet initial avec Concur comportait 6 pays répartis en 2 vagues qui couvraient déjà en Europe nos principales implantations, Paris, Londres, Zurich, Cologne, les USA et Singapour. Donc déjà trois secteurs complètement différents. Exactement, une grande diversité tant culturelle alors pas comptable parce que nous on a la chance d'avoir un plan comptable unique pour tout le groupe, mais d'un point de vue culturel, d'un point de vue paysage TNI, on était sur des choses vraiment très différentes. Et marché de toute façon, d'accord. Exactement. Et depuis, on a déployé 3 autres pays en Asie. D'accord. Donc le grand écart, mais ça n'a pas posé de problème particulier. Lorsque l'on a, cet échange, cette discussion, cette écoute également, les choses se passent bien. Alors oui, il faut faire preuve d'écoute, mais également un petit peu de fermeté pour ne pas sombrer dans les... comme le disait Miguel, de ne pas partir dans le spécifique à outrance. Bien sûr. Mais c'est possible. Alors justement, quand il faut s'affirmer, c'est pas toujours évident, parce que généralement, on a toujours tendance à écouter plus les avis extérieurs que les avis internes de la société. Est-ce qu'il vaut mieux, dans un projet comme ça, se faire accompagner par une tierce partie, ou alors est-ce qu'il vaut mieux tenter de faire tout soi-même, parce qu'on aura beaucoup plus de chances de réussir? Votre avis? Alors nous, on avait fait le choix de se faire accompagner. Je pense que c'était un bon choix pour plusieurs raisons. Déjà, notre projet n'était pas seulement une implémentation Concur, mais également une refonte de notre travel policy globale et le déploiement d'une agence de voyage unique pour tous ceux qui passaient sous Concur, donc qui sont des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de grosses compétences en interne. Et en plus, comme vous l'avez dit, le fait d'avoir un tiers qui peut se poser en sachant de l'état de l'art, ça permet d'appuyer certaines demandes, certaines contraintes et de les faire passer de manière plus aisée. Alors justement, Michael, la fameuse question, comment on fait pour faire des arbitrages quand on arrive dans une société qu'on ne connaît pas forcément? Justement, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Je pense vraiment que c'est vraiment un avantage parce qu'on peut avoir un regard extérieur, on a la possibilité de comparer avec ce qu'on a fait chez d'autres clients. Donc pour moi, ça me semble très important, c'est même une grande chance pour un client en fait. D'accord. Et vous avez donc dans cette harmonisation, c'est une mission qui est la mission du tout début, harmoniser la politique voyage, simple, compliqué, il faut y prendre du temps. C'est la première étape. Je ne pourrais pas dire que c'est simple, mais ça prend généralement quelques mois, parce qu'on a souvent quelques échanges, le temps de effectivement récupérer dans un premier temps effectivement l'ensemble des politiques de voyage locales, et ensuite, par la suite, commencer à réunir tout le monde et pouvoir définir ensemble de ce qui est dans le corps modèle quelque part, et ce qui sortira à terme de la politique de voyage. Donc c'est vraiment un travail qui prend du temps, il faut prendre le temps d'écouter chacune des parties prenantes pour pouvoir définir une politique qui est finalement acceptée par tout le monde. Comment vous faites, vous, pour donner des priorités justement à ces parties prenantes, pour hiérarchiser un petit peu les demandes? Ça c'est une vraie question. En fait, ce qu'on essaie de faire généralement, c'est d'avoir une représentation assez globale de l'entreprise. D'accord. Je pense que le travers qu'on peut avoir souvent, c'est on part sur quelque chose d'assez simple et on consulte uniquement les aides de l'IT ou les parties prenantes du projet en tant que tel. Je pense qu'en amont, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on essaye d'interviewer énormément de personnes différentes, souvent une dizaine de personnes différentes, un collaborateur qui se déplace régulièrement. Le secret, c'est l'écoute, quoi. C'est l'écoute. Je pense qu'il n'y a pas de travel policy magique. Elle s'adapte vraiment à chacune des entités. Et pour que ça fonctionne correctement, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité et beaucoup d'écoute par rapport aux problématiques que rencontre chacun des clients. Mathieu, on a parlé durant toute cet après-midi de gestion, de l'automatisation des notes de frais, d'un programme Travel and Expense, donc d'amélioration, de gains, d'économie. Et pourtant, c'est un chef de projet IT qui est en face de moi et pas un acheteur. Mais vous avez travaillé avec les acheteurs, vous avez travaillé avec plusieurs personnes, bien sûr, dans le groupe. C'est toute une association. Ce n'est pas un homme unique qui peut mener un projet comme ça dans un... Tout à fait. Il y a deux choses à penser en termes d'organisation. À la fois l'organisation pendant le projet lui-même, mais également l'organisation qu'il va y avoir après. Nous, ce qu'on a fait, on a commencé par créer un poste de Global Travel Manager qui pouvait, on va dire, encadrer les Local Travel Managers et également être le véritable business owner de la solution Concur et être capable d'emporter les choix et d'être le garant du corps modèle. Et vous avez mis en place une gouvernance?
Alors oui, voilà, la gouvernance pendant le projet, et elle a perduré après, consiste à avoir donc ce Global Travel Manager qui va porter les choix, Bien sûr. qui reporte directement à quelqu'un qui a une forte seniorité, un managing director local, Voilà. qui va pouvoir à la fois appuyer les décisions dans son périmètre et discuter d'égal à égal avec ses collègues des autres zones, donc APAC et Americas. Ensuite, des travel managers locaux qui, eux, connaissent Des bien le relais. terrain, D'accord. qui sont capables d'être sur la même time zone, d'être proches des habitudes et proches géographiquement des voyageurs. Et ensuite, on s'est également appuyé sur un réseau d'ambassadeurs, ou plutôt d'ambassadrices, puisqu'on a demandé à toutes les assistantes qui sont très très impliquées chez SCORE dans tout ce qui concerne la réservation Oui. de voyage, la réservation d'hôtel, le suivi, etc. Et également la saisie des notes de frais, de s'impliquer tout au long du projet, d'être à la fois early adopter, testeur, impliqué dans la conception, et puis après de les conserver comme support de niveau 1 aux voyageurs. D'accord. Alors, vous avez mentionné un sponsor. J'ai posé la question à Michael. Le sponsor, dans un projet comme ça, il ne faut pas prendre n'importe qui. Ah non, pas du tout. Il faut impérativement prendre quelqu'un qui est très haut placé dans l'entreprise. Parce que l'objectif du sponsor, c'est de pouvoir trancher s'il y a vraiment des décisions à prendre. Et là, comme on est sur des choses sensibles, il faut vraiment une personne qui ait beaucoup de poids au sein de l'entreprise. Il faut qu'il ait je dirais presque le bâton pour dire attention. Exactement. Ou alors pour donner plutôt la direction à prendre. Effectivement. On tranche un petit peu dans le vif quelquefois. Ouais. Et vous avez mentionné, alors c'est intéressant aussi ça, Mathieu, que vous avez fait appel aux assistantes. Elles ont été, vous avez nommé et vous avez donné un terme très intéressant, les ambassadrices. C'est-à-dire que c'est des relais en fait qui ont prêché la bonne parole. Exactement, les impliquer très tôt dans le projet, à la fois pour les utiliser comme sachants, puisque ce sont elles qui connaissaient les habitudes des voyages, les contraintes de certains voyageurs, les desiderata de nos frequent travelers VIP. Et on les a également impliqués pour leur montrer au plus tôt la solution, pour leur apporter des formations plus poussées que pour le reste de la population de nos salariés, afin de s'assurer, on va dire, de leur bienveillance vis-à-vis du projet, et qu'elles puissent être efficaces pour répondre aux questions des voyageurs. Et ça marche ça quand on les questionne, elles sont volontaires bien sûr. Alors la plupart oui. Oui. La plupart ont été contents d'être impliqués assez tôt et non pas qu'on leur présente un produit fini en disant allez-y utilisez-le, ce qui a permis de prendre en compte certaines de leurs demandes. Après il y a toujours un petit peu de résistance au changement, mais ça rien d'exceptionnel. Ça c'est naturel. Et vous avez pris des gens de tous les pays. Exactement, même si il faut avouer que la plupart étaient basés en France, donc à côté de l'équipe projet, ce qui nous a arrangé. Qui aide un petit peu, mais bon, qui n'empêche pas effectivement d'avoir des relais dans les pays tiers. Alors Michael, comment fédérer l'ensemble des pays au niveau fonctionnel et technique? Ça c'est toujours une question que je me pose parce que c'est pas évident en fait quand on a un projet, quand en plus on est parfois extérieur de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on peut travailler. Votre point de vue là-dessus? Facile, pas facile? Et finalement, pas si compliqué que ça, finalement. Ah oui. Je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Et pourquoi c'est pas si compliqué que ça pour vous? Parce que je pense que, comme le disait au départ Mathieu, si on définit une politique de voyage qui est claire, quelque part, c'est finalement assez simple de déployer un projet de note de frais ou de voyage. Puisque finalement, la structure est posée, et finalement, après, on a juste à dérouler la mise en place du projet. Alors les Américains disent to make it working, make it simple. Je pense que c'est exactement ça. Pour que ça fonctionne, faites-le simple, le plus simple possible. Et vous aussi, c'est ce que vous conseillez de votre côté? Il ne faut pas surcharger les politiques de voyage à 35 pages ou à 50 pages. Pour vous, c'est pas... Je pense que c'est pas du tout efficace, effectivement. D'une part, ça complexifie le process. Et le deuxième point qu'on a souvent, c'est que les collaborateurs lisent quasiment jamais ces fameuses politiques de voyage. Ça, je vous l'accorde déjà, souvent ils ne savent même pas la trouver. Donc ça, il faut aussi que ça soit quand même relativement disponible. Alors Mathieu, comment avez-vous défini le corps modèle en fait, de votre projet? Alors le corps modèle, on a commencé par aller vérifier les travel policies existantes locales. Voilà, et il y en avait beaucoup? Oui, à peu près une pour chacune de nos implantations principales, même s'il y avait déjà eu des efforts de convergence qui avaient été entrepris. D'accord. Et donc, c'était vraiment notre principale source de données, en se disant qu'on autoriserait après des dérogations locales, surtout si elles allaient dans le sens d'avoir des règles plus strictes. Et qui tranche dans ce cas-là, en cas de différence, qui tranche, qui prend la décision?
Alors, pour nous, dans la Global Travel Policy, le COO était impliqué. D'accord, oui, donc au plus haut niveau, quoi. Eh ben, super. Et donc, quelles ont été les grandes problématiques à ce sujet pour définir un petit peu tout ce change management? Parce que quelque part, le CEO était impliqué, le CEO a, a regardé l'évolution du projet. Je suppose qu'il y avait un rapport qui était fait régulièrement. Oui, voilà, on le tenait informé. Il est le responsable hiérarchique du sponsor, donc il y avait beaucoup d'échanges entre eux sur ce sujet. Ensuite, pour essayer de gommer toutes les différences locales, c'est de l'écoute. Et puis, voilà, comme le disait Mickaël tout à l'heure, il faut réussir à trouver la vérité entre est-ce que c'est une exigence locale de 3 VIP ou est-ce que c'est une véritable contrainte réglementaire. Et dans ce cas-là, on Oui. ne peut pas y échapper. Je vous entends parler beaucoup d'écoute. On parle aussi de feedback, c'est-à-dire retour. On s'exprime d'un côté, on écoute le message qui nous revient en retour. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment utilisé pour vous dans la genèse du projet? Oui, c'était très important d'écouter, après de ne pas forcément implémenter tout ce qu'on entend, Bien mais sûr, il faut d'écouter faire des choix. et de bien expliquer pourquoi on ne fera pas telle chose qu'on a entendue, par exemple. La conduite du changement, Michael, c'est un exercice d'équilibriste, toujours un petit peu délicat, puisqu'on touche la corde sensible dans les entreprises. Exercice vraiment compliqué. Exercice compliqué, effectivement. Je pense que pour que ça fonctionne correctement, il faut définir effectivement un planning au niveau du changement dès le départ pour impliquer les collaborateurs. Donc, ce que nous, on fait généralement dans ce cas de figure pour essayer de débloquer les situations, les mentalités, c'est qu'on implique finalement l'ensemble des collaborateurs dès le départ, dès le lancement du projet. On ne les implique pas de manière active, mais on les informe par rapport à l'arrivée d'une nouvelle solution. Donc, on crée une envie en fait, de leur côté de changement. Donc vous mettez ce qu'on appelle vulgairement des milestones en anglais, c'est-à-dire des dates clés, et vous associez des acteurs, des responsables, des personnes informées. Enfin, vous avez une matrice qui donne clairement les rôles et responsabilités. Exactement, c'est ce qu'on fait dès le départ. Et le premier point qu'on fait au niveau de la communication, c'est une communication par email. On les informe effectivement régulièrement sur l'avancée du projet. Bon, peut-être pas 2 ans avant, mais 2-3 mois avant pour les habituer, pour qu'ils prennent conscience effectivement de l'arrivée de cette solution. Un peu de temps avant, on leur explique la procédure à suivre, s'ils ont déjà un outil de note de frais, qu'est-ce qu'ils doivent réaliser effectivement pour pouvoir être remboursés de leur note de frais, ou s'ils ont des voyages, de bien s'assurer de réserver leur voyage sur l'ancien outil. Et effectivement, juste 1 semaine ou 2 semaines avant, c'est qu'on les informe effectivement de l'arrivée vraiment prochaine de l'outil. On leur propose des sessions de formation, etc. On leur envoie des guides utilisateurs. Et ce qu'on fait généralement, c'est pour ne pas les lâcher dans la nature le jour J, c'est qu'on continue à communiquer avec eux les 2-3 mois qui suivent. Parce que généralement, les questions viennent rarement avant, elles viennent sûrement après, souvent après. C'est vraiment le point important. C'est normal, puisque les gens vont être un peu plus à l'aise avec le système, donc ils vont commencer à fouiller et puis commencer à même faire des choses qui vont parfois bloquer le système. Exactement. Ça arrive, on l'a vu, ça c'est l'expérience qui parle. Toujours. Alors, Mathieu, justement, en termes de formation, en termes de communication, vous avez procédé comment? Avec des tutoriels, vous avez choisi la vidéo, vous avez choisi le papier, vous avez choisi des réunions, une base test. Comment vous avez fait chez Score? Alors, pas vraiment une base test. On s'est basé sur soit des réunions massives, ce qu'on appelle des score lunch chez nous. C'est le midi dans l'auditorium. On fait une session de formation ouverte à tous. On a diffusé aussi du contenu vidéo et des petits leaflets à conserver sur le bureau pour avoir, on va dire, comment faire sa note de frais en 12 clics et comment faire sa réservation de voyage en 3 clics. Vous avez installé une espèce, on appelle ça la hotline, quelqu'un qui peut être appelé et dépanner à distance ou aider les gens dans la prise en main de l'outil? Alors sur les parties post-go live, c'est l'équipe projet qui sont chargés. Oui, d'accord. Donc les travel managers locaux et les assistantes locales, toujours très utiles parce que ils sont là sur le bon fuseau horaire et au bon endroit. Et ensuite, une partie de l'équipe projet s'est déplacée pour certains go live afin d'assurer un support sur place, ce qui était surtout nécessaire, on va dire, avec les USA et Singapour, étant donné les différences de fuseau horaire. Oui, alors j'allais vous poser la question, qui est le pays le plus difficile à convertir au nouveau système? Il y a des pays qui se différencient par rapport à d'autres, ou alors c'est plutôt justement en fonction des générations, en fonction, on a parlé dans les webinaires précédents de génération Y, de digital native, pour qui c'était relativement aisé de prendre en main un système, je dirais, informatisé, alors que d'autres étaient un peu plus réticents. Qu'est-ce que vous avez vu de votre côté? Alors c'est vrai qu'il y a un côté générationnel sur l'utilisation des nouveaux outils, sur le mobile par exemple, le fait de
de faire sa réservation online, de faire sa note de frais tout seul avec son mobile, etc. C'est plus des choses qui sont sur des populations un peu plus jeunes. Les populations avec un peu plus d'ancienneté vont avoir plutôt tendance à avoir recours à leurs assistantes et à continuer une délégation à quasi 100% de leur partie TNI. Après, en termes de difficultés, on peut aussi être confronté à certaines réglementations locales qui sont plus complexes à implémenter. L'Allemagne, par exemple, est assez stricte sur la gestion des daily allowance et compagnie. C'était pas facile, surtout avec une équipe projet qui n'était pas habituée à ce contexte. Michael, aidez-nous, quelles sont les erreurs à éviter? J'ai envie de vous poser comme question. Vous qui en avez fait plusieurs. C'est pas une question facile comme ça. Non, moi j'en vois une première qui est assez évidente, c'est déjà de ne pas prendre en compte justement la culture des personnes. Oui, je pense effectivement que pour que ça fonctionne bien, il faut définir quelque chose de global sans rentrer dans le détail au départ. Et après, quand on commence à lancer le projet et qu'on commence à déployer des filiales, c'est à ce moment-là qu'on commence à s'intéresser vraiment aux besoins locaux. Je pense que c'est la meilleure stratégie. Si effectivement on commence dès le départ en fait, à s'interroger à la culture locale, ça ne fonctionne jamais. Il faut quand même avoir une vision assez globale pour pouvoir réussir à imposer un projet. Et celui qui parle pas beaucoup, mais qui dit un petit truc tout bas, oui, mais bon, ça c'est pas très important, on l'ignore parce qu'il a dit que c'est pas important, ou alors justement on regarde parce que ça pourrait être important. C'est le plus important, il faut aller le chercher. Il faut le faire parler. C'est ça. Et c'est relativement facile à faire parler les gens quand on est extérieur, ou c'est plus facile à les faire parler quand on est intérieur? Votre avis là-dessus? Pour moi, je pense que c'est plus facile de parler à une personne extérieure. Oui, je pense aussi. Parce qu'on n'a pas du tout de relation hiérarchique, donc c'est beaucoup plus simple de se libérer au niveau de la parole. Et en plus, généralement, on est là pour apporter une évolution, une solution, donc on est accueilli avec beaucoup de bienveillance, généralement. Alors dans les sociétés, c'est rare qu'on ait qu'un seul projet qui se déploie en même temps. Là, vous avez déployé chez Score le projet de solution TNI, mais vous avez développé d'autres projets en parallèle où il n'y avait que celui-là? Alors, chez Score, des projets, il y en a toujours un certain nombre en parallèle, donc bien évidemment, il y en avait d'autres. Là, sur la partie TNI, on a eu la chance que les systèmes amont et aval principaux, c'est-à-dire la partie RH pour alimenter Concur et la partie comptabilité, n'étaient pas en chantier à ce moment-là. On avait un système unique groupe pour la RH, un système unique groupe côté comptabilité. Donc ça nous a quand même facilité la tâche. Moins d'interfaces et des interfaces vers des systèmes stables pendant la durée du projet. Les gens s'approprient le succès du projet quelque part, ou s'approprient une partie du projet quand vous les informez bien, quand vous les motivez bien à le faire? Oui. On a vu quand même des départements qui étaient très contents du projet. Les comptables, par exemple, ont vu que l'intégration des notes de frais dans SAP se faisait au fil de l'eau, on va dire, sans nécessité de double saisie, sans nécessité de corriger l'interface, etc. Une fois que cette partie a été stabilisée, ils ont vraiment ressenti et exprimé on va dire un meilleur confort dans leur travail. Quand on aurait pu penser que, étant donné qu'on leur changeait, eux, par contre, drastiquement leur façon de travailler, quelque part, ça aurait pu être les premiers à faire un peu de résistance, entre guillemets. En effet, mais on est quand même allé dans le sens de simplifier, puisque sur la partie note de frais, ils n'agissent plus que dans Concur, et même les erreurs sont corrigées dans Concur, donc ça leur permet d'avoir un outil central pour gérer ce process. Et puis maintenant, ils envoient aussi des possibilités d'aller aisément vers la dématérialisation fiscale, etc. Donc il y a des vraies plus-values pour eux au niveau de leur travail quotidien. Ils ont pu consacrer plus de temps à des tâches à valeur ajoutée, en fait, par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Oui, voilà, exactement. Et côté PwC, alors justement, vous avez vu justement l'implémentation de projets comme ça, où les gens avaient une grosse réticence au départ et finalement deviennent les meilleurs acteurs pour promotionner la solution. Tout à fait. Et pour ça, en fait, il faut faire preuve de... Ah, excusez-moi. Oui, il faut faire preuve d'écoute. D'écoute, mais d'être... Oui, de bien regarder exactement, de se mettre un peu dans leur peau quelque part, et puis de comprendre leur fonctionnement. Exactement, de se mettre à leur niveau et de montrer en fait, finalement les avantages, comme disait très bien Mathieu, de passer sur une solution de note de frais ou de voyage. Voilà. Finalement, c'est de raconter une histoire dès le départ, en leur expliquant le contexte, pourquoi on y va et qu'est-ce qu'ils vont y gagner. Et souvent, quand on a ce discours assez simple quelque part, on arrive à avoir une forte adhésion. Et je pense le point important aussi pour que ça fonctionne, c'est que je prends le cas des comptables parce que c'est un point qui me parle beaucoup, c'est de pouvoir les impliquer dès le départ dans la phase de test. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un point important.
Et ça, c'est capital, parce que si jamais on ne les implique pas, effectivement, après, ils ont toutes les raisons de se plaindre, et ça, c'est pas positif. Exactement. Alors, on a une première question dans la salle. Comment SAP Concur vous a accompagné dans ce projet ? Alors, dans notre projet initial, on avait un chef de projet principal, donc SAP Concur, et des chefs de projet plus spécialisés sur certains modules, travel, risque, etc. Voilà comment on a été accompagné. SAP Concur s'est proposé à la fois pour nous communiquer certaines bonnes pratiques, qu'on a challengé de temps en temps car ça ne convenait pas à notre modèle, et également comme, on va dire, comme fournisseur de solutions à nos questions diverses et variées. Ils ont pu s'adapter. Oui, ils ont pu s'adapter, exactement. Ouais. Ils vous ont écouté. Oui. Parce que sinon, c'est le moment de dire. Hein, ils sont là avec nous, mais effectivement, on les connaît pour leur flexibilité, ça c'est bien. Alors, je voulais vous dire également, comment vous êtes-vous adapté aux spécificités locales ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est une question qui arrive de la salle. Il faut tout mettre à plat sur une table, bloquer tout sur une journée, tout regarder, ou alors est-ce qu'on peut prendre un peu plus de temps pour regarder pays après pays et faire une synthèse ? Alors, je conseillerais plutôt d'y aller pays par pays et de ne pas hésiter à travailler en recueil du besoin, travail en chambre d'une équipe plus réduite, puis réponse à froid. Parce que si on essaye de répondre à chaud à toutes les demandes locales, ça peut être un exercice extrêmement périlleux. La communication auprès des employés, ça prend du temps ? Alors, beaucoup de temps, oui. C'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner, parce que c'est quelque chose d'assez chronophage et d'assez particulier, hein, de rédiger des leaflets, préparer des vidéos, des scripts de vidéos. On va dire, c'est un métier. Hein. Après, il ne faut pas hésiter non plus à s'appuyer sur les contenus proposés par les éditeurs. Il y a des petits tutoriels sur YouTube, etc., qui ne sont pas forcément au format, au template score, mais on peut les donner comme annexe, on va dire, pour que les gens puissent se former et comprendre comment fonctionne l'outil. Michael, par expérience, quand on prend une solution industrielle qui existe, qui est fonctionnelle, généralement, elle ne rentre pas toujours dans les besoins de l'entreprise. On a parfois besoin d'adapter la solution effectivement à l'utilisation qu'on va en faire. C'est quoi votre conseil là-dessus ? Est-ce qu'il vaut mieux rester le plus près possible de la configuration de la solution technique et s'adapter, ou alors est-ce qu'il vaut mieux travailler avec le prestataire et lui dire voilà ce dont on a besoin et comment faut-il le faire ? Je pense que le mieux aujourd'hui, c'est de se rapprocher des standards. Ouais. C'est vraiment la meilleure approche, parce que ce qui peut se passer, c'est par la suite, c'est pas juste pendant la phase du projet, c'est pour l'après-projet. C'est toujours plus simple d'avoir une solution qui est standard, elle est beaucoup plus pérenne que si on commence à avoir une solution vraiment spécifique en termes de maintenance, en termes d'évolution, ça demande beaucoup de travail. Donc la solution qu'on préconise aujourd'hui, c'est vraiment d'être au maximum le plus proche du standard, en sachant que là on parle vraiment de solutions de voyage, d'affaires et de notes de frais, et globalement pour l'ensemble des entreprises, ça a des process quand même relativement standards. On a rarement des cas très, très spécifiques. Moi, je l'ai vu par expérience. Des fois, il arrive qu'il y ait des désaccords. Hein, donc, il faut les traiter vraiment le plus tôt possible, ces désaccords-là. Et expliquer, prendre le temps d'expliquer. C'est chronophage dans un projet. Ah oui, c'est très chronophage, surtout selon la source du désaccord. On va dire que voilà, il y a des désaccords qui sont simples à trancher, il y en a d'autres qui sont plus compliqués à désamorcer. Et quand vous parlez, on parlait au tout début, on peut avoir 15 requêtes, on va dire, d'intégration dans la politique globale. Pour finir à 2, c'est des combats ou alors on le fait dans la diplomatie ? J'ai déjà la réponse, mais... c'est des combats quand même. Ah, quand même. Un petit peu. Ça dépend vraiment des personnes qu'on peut avoir en face. Mais oui, des fois, ça peut être un peu musclé. On ne vit pas forcément dans le meilleur des mondes avec tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Quoi. Malheureusement, non. Mais c'est faisable. C'est toujours faisable. Surtout après, on arrive toujours à prendre un peu de recul. Les gens arrivent à prendre du recul et on fait toujours le distinguo entre ce qui est vraiment obligatoire, ce qui est légal, et ce qui est vraiment lié à la culture de la filiale. La gestion d'un projet de mise en place d'un système de notes de frais ou d'un système TNI demande une organisation. Il faut prendre en compte tous les besoins de l'entreprise, il faut prendre en compte également la culture de cette entreprise et surtout la culture des personnes qui vont utiliser les logiciels. C'est faisable, on a dit qu'il fallait parfois se faire accompagner, mais il faut surtout écouter et parler avec les gens. En tout cas, on espère que cet exemple vous aura servi. Merci beaucoup à Mathieu de la SCOR de nous avoir guidés dans les différentes étapes qui l'ont conduit à mettre en place cette solution. Et merci également à Michael du cabinet PwC pour nous dire ce que lui voit quand il est extérieur. En tout cas, nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une excellente soirée.